Bonjour tout le monde, je suis Manon Abadi et du coup je vais avoir le plaisir d'animer cette session avec vous. Je vous propose de laisser 2-3 minutes supplémentaires pour que tout le monde puisse rejoindre la session et en attendant je vous laisse peut-être vous présenter dans le chat si ça vous convient. Oui, madame, bonjour, bonjour, bonjour. Très content d'être aussi dans la session de la formation. Tout le plaisir est pour moi. En tout cas, je vois qu'on est 26-30, ça sera super. Je pense que ça permettra de faciliter les échanges. Du coup, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre pendant la session. Normalement, je suis en train de partager mon écran, comme ça vous pourrez le voir avec moi aussi. Bonjour, je suis Imen Mortiaji de NAFES et merci beaucoup pour cette formation. J'aimerais, s'il vous plaît, si c'est possible, de faire entrer ma collègue Catherine Baru. Elle attend dans la salle d'attente. Je vais regarder ça tout de suite. Merci. C'est bon. Bon, rebonjour à tous. Du coup, je vous propose de commencer comme la session, je pense que la majorité d'entre vous sont maintenant connectés. La session, normalement, se déroulera en français. Si jamais il y avait des soucis de langue, je peux aussi parler en anglais ou espagnol. N'hésitez pas à m'interrompre. S'il y a des soucis de connexion aussi, j'en prendrai note dans le chat, donc n'hésitez pas à m'interpeller. Voilà, donc je me présente sans plus tarder. Donc je m'appelle Manon Abadi. Je suis cofondatrice et CEO de Camlin Lab, du coup, qui est une entreprise sociale qui vise à accompagner le renforcement de capacité de la société civile en Afrique et notamment au Maroc. Cette initiative fait notamment que je suis spécialisée dans tout ce qui est fundraising, donc accès au financement, levée de fonds, égalité genre, et que j'ai beaucoup travaillé sur la localisation de l'aide internationale en Afrique. Et du coup, j'accompagne la majorité des structures associatives à développer de nouveaux modèles de financement, et notamment en travaillant avec les bailleurs de fonds traditionnels que je pense vous connaissez tous, comme l'AFD, la coopération monégasque, le Canada, enfin voilà, tous les pays qui disposent de l'aide internationale. Et je travaille aussi beaucoup avec le secteur privé pour développer de nouvelles approches RSE. Voilà, donc la session d'aujourd'hui est autour des nouveaux modèles de financement, comme vous pouvez le voir, donc les financements dits alternatifs.
Avant de commencer la session, afin de mieux comprendre vos attentes, je vous propose peut-être de m'indiquer rapidement pour vous qu'est-ce que vous attendez de cette session autour des financements alternatifs. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Voilà, quelles sont vos attentes afin que je puisse aussi moduler un petit peu le contenu de la présentation pour qu'elle vous soit utile. Comme je vois qu'on est 37, je vous propose éventuellement de l'indiquer rapidement dans le chat si ça vous convient. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, nous vous écoutons. Super. Très bien. Super. Donc, je vous laisse. Donc, je vais présenter peut-être rapidement les objectifs du module en attendant vos attentes de la session. Donc, aujourd'hui, on va parler de financement alternatif. On va du coup sortir du cadre subvention que vous connaissez, je pense, un petit peu tous, notamment, si ma présentation veut bien. Pardon. Voilà. Donc, quels sont les objectifs de ce module? C'est justement le fait de définir ce que sont les financements alternatifs, les différents types qu'il existe aujourd'hui et pourquoi c'est des financements qui pourraient dans le futur être importants à considérer pour des structures issues de la société civile. L'objectif, du coup, c'est de les définir, aussi d'explorer les différents types de mécanismes qui existent aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui parce que comme c'est des nouveaux modèles de financement et des financements alternatifs, chaque jour et chaque année, on en trouve de nouveaux, ça se diversifie de plus en plus, donc je vous laisserai éventuellement amender ou regarder aussi ce qui est possible. C'est important de savoir que qui dit financement alternatif dit que le cadre juridique et légal n'est pas toujours clair dans certains pays. Donc là, j'ai vraiment pris un panorama de ce qui existe en Afrique et dans le monde aussi. Mais l'idée, c'est bien sûr de regarder dans vos pays respectifs où en est la législation et ce que vous pouvez en attendre. Voilà un petit peu. Le module se déroulera du coup en différentes parties. La première partie sera une introduction que je veux plutôt participative, justement pour connaître vos attentes et notamment définir ce qu'est ensuite un financement alternatif, regarder les enjeux et perspectives, pourquoi est-ce que ces financements alternatifs émergent aujourd'hui de plus en plus et pas forcément avant. Et ensuite, on explorera du coup 4 grandes familles de financements alternatifs qui sont les financements participatifs, avec notamment le crowdfunding qui a fait son apparition assez importante dans le monde entier ces dernières années. Comment est-ce qu'on peut générer des revenus propres en tenant compte qu'une association est notamment le plus souvent à but non lucratif, les collaborations avec le secteur privé et comment ça reconfigure parfois les financements possibles pour des ONG et des organisations de la société civile, et ensuite des nouveaux mécanismes financiers issus du monde de la finance qui commencent à se transposer du coup dans le monde associatif. Avant de conclure, et bien évidemment, j'apprécie beaucoup les questions durant les sessions, donc n'hésitez pas à juste écrire les questions ou à m'interrompre en levant la main. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc, il est temps pour moi de faire un petit tour sur vos attentes afin de savoir un petit peu sur quoi appuyer aujourd'hui. Donc, connaître et renforcer mes capacités sur les financements alternatifs. Ben, normalement, vous êtes au bon endroit. En tout cas, ça vous donnera un panorama plus large. Il y a aussi le MOOC qui est disponible sur la plateforme qui vous permettra d'entrer encore plus en profondeur. Et ensuite, n'hésitez pas notamment à revenir vers nous pour qu'on puisse en discuter si jamais il y avait des zones d'ombre ou des choses que vous voulez un petit peu plus élaborer. De voir comment l'ONG, afin que l'ONG ne soit pas déficitaire, c'est justement l'objet de la question d'aujourd'hui, de montrer que les financements alternatifs permettent de diversifier les financements et donc de s'assurer que la structure reste financièrement stable sur le long terme.
Les conditions d'accès, alors on les verra dans une certaine mesure, puisque comme vous êtes issus de différents pays, dépendant de la législation de chaque pays, certains mécanismes sont possibles, d'autres la majorité sont pas impossibles, pas incompatibles avec votre pays, mais c'est juste que certains financements n'ont pas encore été cadrés juridiquement par tous les pays du monde, donc ça peut offrir des zones grises et ça serait important de le voir et de vous rapprocher aussi des cadres compétents qui permettent du coup de dire ça. Et donc voilà, et n'hésitez pas effectivement, si certains d'entre vous ont déjà mis en place, quand j'explorerai les différents mécanismes de financement, des modalités de financement alternatives, n'hésitez pas à juste lever la main pour du coup intervenir sur la session. Je vais regarder rapidement. Est-ce que j'ai des mains levées ou pas du tout? J'ai Maïga Abbas, il me semble que vous avez la main levée, je vous écoute. Ok, madame, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Abbas Abdaman Maïga. Je suis de l'ONG Action pour les initiatives de développement durable, donc ONG Aïded Mali. Certainement qu'il y a aussi ma collègue qui est là-bas, elle qui est responsable même du projet et des programmes. C'est elle qui a eu cette initiative d'ailleurs d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis à Bamako. Oui, c'est depuis Bamako que je vous suis. Donc, je salue tout le monde et que cette formation soit vraiment, comment dirais-je, un facteur déclencheur de financement parce que chez nous, les financements manquent, il faut le dire. Oui, parce qu'on n'a plus encore les bailleurs de fonds chez nous. Donc, avoir cette formation, c'est vraiment une très bonne chose pour nous. J'imagine. Ouais. Et maintenant, je vous salue, je salue tout le monde. Je salue Salaoudine et les autres collègues. Donc, bienvenue à tout le monde là-bas. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous et on essaiera en tout cas d'explorer les différents chemins possibles. Je ne vous promets pas en 1h30 de pouvoir résoudre tous les problèmes de financement, mais en tout cas, l'objectif est d'ouvrir les panoramas possibles avec des exemples concrets pour vous permettre d'imaginer justement comment diversifier les financements et pas toujours dépendre des subventions, d'autant plus que l'aide internationale aujourd'hui est assez critique. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous propose de commencer, si ça vous convient. Donc, je vais vous donner tout simplement la définition rapide de qu'est-ce qu'un financement alternatif. Un financement alternatif, c'est tout ce qui sort des mécanismes de financement traditionnels. On entend par mécanismes traditionnels notamment les subventions du coup institutionnelles issues des gouvernements, des institutions locales et ou de la coopération internationale. Et donc, c'est tout ce qui se situe en dehors de la subvention. Donc, ça peut passer par des collaborations avec des acteurs nouveaux comme le secteur privé. Ça peut aussi passer par du financement participatif avec des campagnes de crowdfunding où là, par exemple, c'est plus un organisme qui donne de l'argent, mais c'est des particuliers, c'est le grand public avec du coup des modalités qu'on va observer. Il y a aussi la possibilité en tant qu'acteur de la société civile, vous avez développé une expertise, notamment sur l'insertion des NEETs, et c'est un réel enjeu pour la majorité des pays en Afrique aujourd'hui. Donc, voir comment est-ce que vous pouvez vous mettre à disposition soit d'entreprises qui ont besoin d'intégrer de recruter de nouvelles personnes au sein de leur structure, ou pour le gouvernement, voir aussi comment est-ce que, lorsque le gouvernement n'est pas défaillant, vous pouvez appuyer ce volet-là. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est en fait majoritairement, les associations dans le monde entier travaillent avec des subventions, donc, ou des grants, qu'on appelle sinon en langage anglophone. Et l'idée, c'est aujourd'hui, on va explorer tout sauf les subventions et les grants. Pourquoi? Parce que ça fera l'objet des 8 autres modules de formation qui vous seront délivrés. Aujourd'hui, on commence par un module pour vous montrer vraiment que la possibilité de recherche de financement est infini et qu'il faut parfois laisser libre cours à votre imagination.
dépendant bien sûr des cadres législatifs du pays. Notamment, il y a la majorité des pays, les associations sont tenues d'être à but non lucratif. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de prestations de services. Ça veut juste dire que vous ne pouvez pas générer de bénéfices ou de profits de cette prestation-là. Mais néanmoins, ça peut être une excellente source de revenus pour stabiliser vos ressources humaines, votre impact dans un temps plus long. Voilà. Donc, sans plus commencer, avant de parler, maintenant qu'on a défini ce qu'était un financement alternatif, l'objectif est maintenant de savoir pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui. On en parle aujourd'hui parce que, comme vous le savez, du fait du contexte, il y a l'aide publique au développement tend à être de plus en plus réduite, puisqu'aujourd'hui, les États-Unis ont notamment décidé de démanteler l'USAID et de mettre fin à plus de 83% des programmes. Le chiffre change tous les jours et ne change pas forcément dans le côté positif. Je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt à 87%. Mais comme c'était le plus grand bailleur de fonds, et notamment en Afrique, en zone de crise, il est clair que ça a une incidence assez importante. Il a de même pour la France, qui a restreint son budget d'aide publique au développement de 35% pour 2025 et de recentrer ses priorités sur certaines zones géographiques, notamment l'Ukraine. On peut aussi citer le Royaume-Uni ou plusieurs pays du coup dits occidentaux européens qui ont décidé d'avoir des coupes drastiques budgétaires qui sont amenées à reconduire sous plusieurs années. Face à ce constat négatif, il y a néanmoins une dynamique au sein de l'aide internationale qui, je pense, est importante pour les OSC en Afrique et notamment pour celles qui travaillent pour l'insertion professionnelle des jeunes, car c'est une des priorités pour la majorité des bailleurs de fonds. Il est important aussi de tenir compte qu'on est dans une dynamique où la majorité des bailleurs de fonds travaillent à la localisation de l'aide internationale, donc avec l'idée d'ouvrir de plus en plus de subventions et de possibilités de financement aux associations locales. Ça, c'est aussi une source d'opportunité pour vous, puisque ça vous permet d'être non plus en concurrence avec des OXC occidentales, mais d'être vraiment en concurrence avec au sein de votre propre pays, et donc d'avoir une expertise plus poussée et des fonds qui vous sont directement alloués, ce qui permet aussi économiquement pour vous de toucher des subventions plus importantes. La coopération monégasque est dans cette intention, l'AFD, donc l'Agence française de développement aussi, et le Canada avec le fonds FCIL sont aussi dans cette mouvance. Donc, c'est des fonds qui sont destinés uniquement aux associations locales sur terrain. Ça vous permet également, dans une logique de partenariat, de repenser vos relations avec, du coup, par exemple, avec des associations, des ONG françaises, des ONG internationales, anglaises aussi, espagnoles, etc. Pourquoi ? Parce que si c'est vous maintenant qui devenez porteur de projet, ça veut dire que les cadres à rediscuter en termes d'assistance technique et de gouvernance sont aussi importants. Ça peut être des gros leviers de financement pour le futur et aussi ça peut vous permettre d'acquérir les compétences de fonds nécessaires grâce à ces nouveaux mécanismes de financement. C'est pour ça que je tenais à nuancer le propos sur le fait qu'on parle beaucoup que l'aide publique au développement aujourd'hui se réduit. C'est vrai, mais néanmoins, il y a des nouveaux mécanismes dans les subventions qui apparaissent et qui peuvent profiter aux OSC en Afrique, notamment sur la question des NEETs. Et il y a aussi le fait que de plus en plus de bailleurs asiatiques, notamment les Japonais, avec la JICA ou les personnes, les organismes issus du monde arabe sont aussi tendance à émerger avec de nouveaux fonds, avec de nouvelles propositions de projets et de nouveaux cadres de partenariat. Néanmoins, comme on voit que l'aide publique au développement qui devait atteindre 0,7 du revenu national brut des pays développés depuis 1970 n'a pas été atteinte, et que le contexte est changeant et que son volume change selon les années, c'est important pour les OSC, afin de continuer à faire votre travail et d'avoir de l'impact, de penser les financements
avec une nouvelle façon, un nouveau mindset et de réfléchir à comment est-ce qu'on peut diversifier et ne plus être dépendant de ce seul mécanisme de subvention, qui restera important pour les années à venir, je tiens à le préciser, dans le sens où je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus avoir recours à la subvention, pas du tout, mais je pense vraiment que ça peut être un modèle qui tend à être nuancé sur le long terme et en tout cas à s'équilibrer avec d'autres perspectives. Donc justement, pourquoi diversifier? La première chose, c'est pour gagner en autonomie puisque les subventions sont souvent incertaines ou limitées dans le temps. Je pense que vous l'avez vu dans vos diverses expériences, il y a souvent les bailleurs de fonds peuvent changer de stratégie, changer d'intérêt aussi pour une thématique. Donc, au bout de 3 à 5 ans, souvent la source de financement s'arrête. Ça réduit la perspective d'autonomie de l'association lorsqu'elle est trop dépendante de subventions et notamment de subventions issues d'une même institution, que ce soit une institution étatique, publique, locale ou que ce soit d'une institution internationale. C'est ce qui s'est passé avec l'arrêt de l'USAID. Il y avait beaucoup de structures qui étaient dépendantes de cette aide-là. Et donc, effectivement, ça a créé un souci d'autonomie, de durabilité aussi, puisque lorsque la subvention se coupe, ça rend difficile le financement des actions qu'on est en train de faire à court terme et aussi à long terme. Ça a aussi du coup des effets sur la vie des personnes qu'on accompagne et sur la vie de la structure elle-même. On va vers des licenciements, vers des pertes de compétences en fait de ce qu'on a construit. Donc ça met à mal la durabilité de la structure d'un point de vue financier, mais aussi organisationnel. Diversifier permet de mobiliser des ressources plus souples pour répondre rapidement aux besoins, notamment des jeunes sur le terrain. Pourquoi en diversifier certains mécanismes de financement ne sont pas toujours fléchés, c'est-à-dire ne sont pas toujours orientés vers un indicateur précis et peuvent être fléchés vers la vie de la structure. Et donc, avoir ces ressources souples, ça permet tout simplement de pouvoir piloter de nouvelles approches, de pouvoir tester, de pouvoir apprendre et de pouvoir aussi mesurer son impact, chose que certains bailleurs de fonds demandent et pourtant ne financent pas la mesure d'impact. Donc, diversifier ces financements, ça permet de vraiment assouplir du coup ces finances et d'être plus résiliente en cas de crise. Et puis, diversifier permet aussi d'innover et de multiplier l'impact, puisqu'en sécurisant de nouvelles ressources financières, si vous disposez aussi des ressources de subvention, vous pouvez explorer de nouvelles méthodologies, avoir plus d'impact sur le long terme et vraiment travailler sur ce problème d'insertion professionnelle des jeunes et de voir comment les réinsérer, comment répondre à leurs besoins, comment être en adéquation avec du coup leurs attentes, les attentes aussi que vous pouvez avoir et l'impact que vous voulez diriger. Voilà. Donc, je vais commencer sans plus tarder par le premier volet de financement qui a beaucoup éclos et émergé, notamment en Afrique francophone ces dernières années. C'est le financement participatif. Dans le financement participatif, on parle souvent au crowdfunding, mais pensez bien qu'il y a plusieurs types de dons possibles et plusieurs canaux de dons, et que selon le canal que l'on choisit, on n'aboutit pas toujours au même résultat et les dons peuvent être justement dirigés vers un projet ou peuvent être dirigés vers la structure, ce qui en fait quelque chose d'important. Il existe plusieurs types de dons. Il y a des personnes qui vont faire un don ponctuel. Un don ponctuel, c'est-à-dire que c'est un don unique qui est effectué une seule fois. C'est un one-shot. Et ça a pour but de soutenir souvent un projet précis. C'est motivé par des campagnes spécifiques que vous pouvez voir et que je suis sûre que vous avez déjà lancé, mais c'est souvent un appel à dons pour construire un puits dans une école, pour répondre, lors de la campagne Covid, il y a eu beaucoup d'appels à dons ponctuels pour soutenir face à cette crise-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est des dons qui sont donnés une seule fois par les personnes et tout l'enjeu pour beaucoup de structures, c'est de faire passer ces dons ponctuels à des dons réguliers. Le don régulier, c'est des dons qui sont effectués de façon régulière, donc ça peut être mensuel, trimestriel ou semi-annuel, donc tous les 6 mois. Ça dépend des modalités que vous mettez en place avec du coup les donateurs que vous ciblez. Les donateurs dans ce genre de canaux, c'est les
le grand public, donc c'est les particuliers, donc les personnes qui peuvent donner de l'argent vers la cause parce qu'elles sont touchées sur ces causes-là. Notamment, la jeunesse, c'est une cause qui touche beaucoup le grand public, donc sur lesquelles il est facile de lever des fonds, plus facile que d'autres thématiques qui sont parfois un peu moins porteuses ou qui sont un peu plus discutées pour diverses raisons. Et il ne faut pas oublier en Afrique la capacité de la diaspora, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Africains qui rayonnent dans le monde entier, et donc les donations permettent de toucher la diaspora, et donc parce que la diaspora est beaucoup en demande du coup de donner en retour dans la communauté d'origine à laquelle elle appartient. Donc les donations ponctuelles et régulières permettent de répondre à ces besoins-là. C'est permis pour la diaspora aujourd'hui grâce aux dons en ligne, puisque les plateformes numériques se multiplient. Il y a des plateformes numériques dans plusieurs pays. Il y a aussi des plateformes numériques internationales. Et ça permet du coup aux donateurs particuliers de donner du coup une somme, soit de façon ponctuelle ou de façon régulière via ces plateformes-là. Et c'est un canal assez puissant puisque ça vous permet de toucher le monde entier, alors qu'avant, c'était des campagnes de proximité où du coup, les dons se faisaient vraiment en face à face. Donc, c'était soit lors d'événements, notamment les galas de charité, où là, du coup, c'est des dons qui se font sur le moment, ou dans certains lieux publics, notamment les centres commerciaux. Dans certains pays d'Afrique, il y a des ONG qui, du coup, ont du staff qui, du coup, vise à collecter de l'argent dans ces lieux-là. Et donc, ça, c'est des dons de proximité. C'est des dons où, du coup, il y a un interlocuteur en face, à l'inverse du don en ligne. Souvent, c'est pas la même. C'est important de savoir que c'est pas le même but, dans le sens où le don en ligne permet de financer souvent des projets spécifiques, puisque pour obtenir des dons sur une plateforme numérique, il faut renseigner un projet. Donc, il faut vraiment construire un projet précis avec des indicateurs, avec le nombre d'argent dont on a besoin, etc. Alors que pour le don de proximité, on est vraiment plus sur un don qui vise à renforcer la structure de façon globale et à soutenir l'action globale de l'association. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même cette différence entre les différents types de dons. Et donc, comme on a parlé du don en ligne, il y a le crowdfunding qui permet de faire appel à de multiples contributeurs qu'on ne connaît pas toujours et pour collecter des fonds. Alors qu'on ne connaît pas toujours, oui, mais souvent les personnes qui donnent le plus, c'est quand même les personnes qui connaissent la structure ou au moins qui connaissent la géographie du pays ou qui sont sensibles à la thématique. Il existe plusieurs types de crowdfunding. Le reward crowdfunding, désolé, le terme est en anglais parce que c'est un mécanisme de financement qui a été inventé chez les anglo-saxons. Mais du coup, on parle de dons avec ou sans contrepartie. Une contrepartie, c'est un petit cadeau symbolique qu'on peut donner en échange d'un don de soutien sur la plateforme. Je sais que en tant qu'OSC, on ne peut pas donner un sac, etc., parce que l'objectif n'est pas de générer du profit, l'objectif est de prendre cet argent pour vraiment que ce soit un canal pour soutenir le maximum de personnes possibles et sa méthodologie. Mais l'idée ici, c'est bien qu'une association ne donne pas de contrepartie, vous pouvez par exemple financer une petite plaque si vous avez un centre de formation où vous inscrivez les noms des donateurs, où il est aussi possible par le fait de donner après l'action un rapport, une newsletter, des chiffres concrets sur l'impact qu'a eu la campagne, c'est une forme de contrepartie pour un donateur qui donne à une association. Je crois que j'ai une main levée. Oui, Madame Sanha? Ah non, c'est une demande. Je reviens de la session. Ok, pardon. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Oui, je vois qu'il y a une main levée. Je vous laisse peut-être prendre la parole. Merci pour la parole accordée. Je voudrais juste savoir en fait quelles sont les plateformes le mieux recommandées pour pouvoir en réalité lancer une campagne de collecte en ligne, surtout dans le contexte qui est le nôtre, le contexte africain bien sûr.
Alors, ça dépend des pays. C'est pour ça que c'est, comme il y a plus de 50 pays en Afrique, c'est compliqué je peux pas forcément répondre pour tous les pays. Mais il y a des plateformes internationales, par exemple. Oui, le support de formation sera disponible en ligne sur la plateforme, j'en profite. Et sur le MOOC, vous aurez aussi des références de sites précis selon les pays africains. Néanmoins, il y a les plateformes comme GoFundMe, où il y a plein qui, pour le coup, eux, ont vraiment une empreinte très forte dans les diasporas africaines surtout. Donc, c'est des endroits où ça peut être intéressant pour vous de consulter. Après, dépendant du pays où vous êtes, certains pays ont régulé le crowdfunding, d'autres ont fait le choix de ne pas forcément le faire. Par exemple, au Maroc, je ne me suis pas présentée, mais c'est vrai que je vis au Maroc depuis plus de 6 ans et je suis très attachée à ce pays-là. Donc, effectivement, c'est peut-être le pays que je connais le mieux. Au Maroc, c'est vrai qu'il y a des plateformes qui aujourd'hui commencent à être régulées comme Kiwi Collect ou Akan qui sont vraiment pour le crowdfunding au Maroc. Pour les autres pays, je vous ferai parvenir une liste possible de liens afin que vous puissiez répondre. Mais les plus grosses plateformes connues sont vraiment faites pour la diaspora africaine, puisqu'en fait, c'est celle qui génère le plus de fonds souvent. Voilà. J'espère avoir répondu à peu près à la question. François KMB, je vois que la main est levée. Bon. Oui. Oui, merci beaucoup, Madame Mano, pour la présentation. Et je suis enthousiasmé de participer aussi à la formation. Mais ce que je peux un peu vous demander, Madame, concernant les critériums qui entrent en jeu pour qu'on soit un peu choisi dans le financement alternatif. Parce que nous avons remarqué, surtout nous, dans la République démocratique du Congo, il y a certains organismes internationaux ainsi que des ONG locales qui ont des documents. Mais dès lors qu'ils sont financés, ils vaguent aussi à leurs activités. Ils ne résolvent pas concrètement les besoins primaires de la population. Mais nous, en tant qu'organisation qui vient de naître, nous avons ce pouvoir, nous avons le paradigme altruiste d'aider aussi la population. Mais vu que nous n'avons pas accès au financement, bon, on se bloque, madame. C'est vraiment si vous pouvez plaider pour nous pour atténuer les critériums qui entrent en jeu. Merci. Merci pour le retour. C'est vrai qu'il y a des soucis sur les critères qui ne sont pas toujours adaptés et c'est justement l'objectif du Yes Africa de créer un réseau pour créer du plaidoyer. Donc, notre objectif dans ces formations, c'est effectivement de faire accroître, de faire émerger des questions comme celle-là pour justement, avec l'idée de réunir du coup les pays africains pour montrer que vraiment les critères ne sont pas toujours adaptés et qu'il faut trouver des alternatives ensemble. L'objectif, c'est vrai qu'avec les financements alternatifs, c'est parfois de sortir de ces critères-là qui peuvent être pénalisants. Notamment, le crowdfunding est souvent intéressant puisque, en fait, le crowdfunding se fait sur une plateforme en ligne où pour les plateformes internationales, il faut avoir les documents juridiques de l'organisation prêts et à jour quand même. Mais sinon, si vous renseignez le projet et que vous développez une campagne, ça demande des efforts en communication assez importants pour le crowdfunding, par exemple. C'est des campagnes qui se passent bien et où les donateurs individuels, souvent, attendent des photos pour voir le retour, des photos, le nombre de personnes que vous avez soutenues, de jeunes que vous avez pu insérer, etc., mais ont beaucoup moins de critères pesants par rapport à des bailleurs traditionnels au niveau des subventions. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer ce qui est possible de faire hors de ces critères-là. Et pour effectivement, comme la subvention restera le canal principal de financement pour les prochaines années, l'idée du Yes Africa, c'est vraiment de faire du plaidoyer ensemble pour arriver
Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et en tout cas, voilà, je vais rester vraiment très large et vous permettre d'explorer les différentes sources de financement alternatifs. Je vois qu'il y a une autre main levée. Et ensuite, je continue la présentation rapidement. Il me semble que c'est Daoulata Haïdara qui a la main levée. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Il y a peut-être un problème de connexion. Je vous laisse peut-être poser la question dans le chat si ça vous convient. Je suis désolée. Donc, je continue. Donc, le crowdfunding. Oui, madame. Alors, Oui. comment on va collaborer avec les bailleurs de fonds? Ça sera vous qui vont être les médiateurs ou bien on va causer nécessairement avec les... Alors là, pour clarifier la demande qui est au niveau de la méthodologie et pas de la formation, en fait, là, l'idée, c'est de faire une session de formation de... donc, il y a la plateforme en ligne, il y a les formations comme on est en train de faire aujourd'hui. Et ensuite, à l'issue des formations, il y aura du coaching pour vous préparer à présenter vos projets devant des bailleurs de fonds qui seront présents, du coup, pendant le sommet. Voilà, donc l'idée est pas, on ne se positionne pas du tout en tant que médiateur. On essaye d'initier du coup la création de ce réseau pour vous permettre de dialoguer aussi avec les bailleurs de fonds en direct. Voilà, et on essaye de travailler au mieux pour que ce soit l'événement du mois de juin soit le plus qualitatif possible. Voilà. Du coup, je reviens au crowdfunding rapidement. Il y a aussi en autre chose qui concerne moins les associations, mais qui pourrait être amené à vous concerner assez rapidement. On peut aussi trouver le mécanisme de vente anticipée, où par exemple, si vous souhaitez commencer à travailler, à développer une marque sociale ou quelque chose comme ça, l'idée, c'est vraiment qu'il est possible, à travers le crowdfunding, de créer des précommandes, c'est-à-dire de voir si, par exemple, si vous souhaitez créer une marque et vendre autour du beurre de karité pour valoriser la filière, vous pouvez mettre en précommande via du crowdfunding, par exemple 100 pots, et une fois que vous avez eu de l'argent pour produire ces 100 pots, alors la production est lancée et vous pouvez offrir aux personnes qui ont commandé en avance les pots de karité. Voilà. Néanmoins, il est important de savoir que si le crowdfunding assouplit beaucoup les critères, c'est important d'avoir un objectif de campagne clair et limité dans le temps. On recommande souvent un temps de 3 mois. Il est important aussi de mobiliser son réseau parce que souvent, c'est quand même son premier cercle ou en tout cas les premiers donateurs qu'on a su mobiliser qui donnent le plus, notamment si vous avez déjà mobilisé de la diaspora à l'étranger, si vous travaillez avec des partenaires financiers internationaux, n'hésitez pas à leur demander de diffuser dans le réseau parce que c'est souvent eux qui donnent le plus. Et puis, ça demande aussi d'avoir des visuels engageants dans le sens où c'est important de raconter une histoire, de présenter des choses et surtout d'alimenter les réseaux sociaux, le site web énormément autour de la campagne en faisant des points en disant que là, par exemple, vous avez atteint 30%, qu'aujourd'hui, vous racontez l'histoire de tel jeune qui a repris l'école, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, il ne faut pas minimiser le temps que peut prendre le crowdfunding. Ça, j'insiste dessus parce que beaucoup d'associations, à la fin, n'arrivent pas au terme des campagnes de crowdfunding parce que ça leur a pris beaucoup de temps. Et ensuite, l'autre point que vous connaissez un petit peu plus, qui est le parrainage ou membership. Donc, vous pouvez permettre de créer une relation entre le donateur particulier et un participant de projet. Par exemple, un participant projet peut avoir sa bourse financée par un donateur particulier. Vous pouvez du coup créer une connexion spécifique entre ces personnes, ce qui permet d'avoir sur le long terme des donateurs beaucoup plus engagés et souvent ces donateurs restent fidèles sur le temps long. Pour ça, il y a aussi le membership, c'est-à-dire que vous pouvez décider à un moment donné d'élargir le nombre de membres qui soutiennent votre cause. Et ça, par contre, ça demande, notamment lors des assemblées générales, de donner
la possibilité d'avoir plus de personnes qui votent sur les décisions stratégiques de l'organisation. Et par contre, ça demande que ce soit pour le parrainage ou l'adhésion, donc le membership, le fait d'avoir plus de monde qui rejoint quelque part le conseil, enfin autour du conseil d'administration, mais qui est présent à l'Assemblée générale. Ça demande vraiment de les informer beaucoup plus sur la vie de l'organisation, de leur proposer des moments un peu plus privilégiés, que ce soit en ligne ou en présentiel, des newsletters personnalisés et éventuellement de leur permettre de venir visiter les actions que vous portez ou de rencontrer les jeunes lors de parrainages qu'ils soutiennent. Pour faire ça, il existe des plateformes, des solutions de Customer Relationship Management, donc c'est le fait de gérer les relations avec ces personnes-là. Ça se fait très bien sur un Excel pour assurer le suivi de la fréquence avec laquelle vous communiquez, des différentes actions prévues pour les garder du coup, les garder informés de ce que vous faites et qu'ils puissent aussi vous soutenir parce que en plus notamment de financer selon le montant que vous avez convenu à échelle régulière, souvent c'est des personnes qui veulent s'engager dans la vie de la structure, qui veulent par exemple mentorer le jeune qu'ils accompagnent ou avec qui ils ont une relation spécifique de par le parrainage. Donc c'est des structures qui sont importantes. Enfin, c'est des modalités qui sont importantes. Voilà. Donc ça, on était sur cette première partie, sur vraiment la donation de particuliers. Pas très clair, je vais ensuite passer à la partie générer ses revenus. Donc là, c'est vraiment comment est-ce que vous, en tant qu'organisation, vous valorisez votre propre expertise. Je vais y revenir dans un instant. Je vois qu'il y a deux mains levées. Je vous laisse peut-être Cyril d'abord le faire et ensuite l'association Finger rapidement pour que je puisse passer sur les autres parties si ça vous convient. Bonsoir. Bonjour à tous. Oui, comment vous allez? Merci pour la formation. Je suis Cyril Jusselin du Bénin. Je voudrais savoir. Je suis écouté, j'espère. Je vous entends plus, oui. Oui, je voudrais savoir, cette mode de formation, est-ce qu'elle est adaptée pour les chefs d'entreprise aussi qui veulent mobiliser de fonds? Alors là, on est quand même, enfin, là, on est sur des financements alternatifs à visée sociale. Donc, c'est des modalités de financement, pas toutes, qui peuvent correspondre à des entreprises sociales. Donc, à des entreprises qui font le choix de matcher la rentabilité économique, l'impact social et l'impact environnemental. C'est des modèles de financement. Le crowdfunding est possible, mais là, on parle plutôt de crowdlending et crowd equity. Si vous allez sur le MOOC, vous verrez ces modalités-là. Le fait de générer ses propres revenus aussi, ça peut rentrer dans l'entrepreneuriat social. On n'est pas du tout sur des mécanismes de rentabilité pour des entreprises dites classiques. La formation est vraiment concentrée sur du coup les acteurs de la société civile et donc plutôt association / fondation, dépendant des pays où vous êtes. Voilà. Ok, merci, c'est bien reçu, merci. Bonjour. Oui. Oui, c'est l'association Finger à partir de la Guinée-Bissau. On est en équipe, on est en train d'assister à la formation. Madame, je voudrais savoir si on peut, après avoir tous ces documents concernant les cours par notre email. Tous les documents seront disponibles sur la plateforme en ligne. Normalement, vous avez eu vos identifiants. Et du coup, vous avez cette présentation disponible. Vous avez des contenus téléchargeables, notamment pour le crowdfunding. Il y a toute une matrice qui vous permet de développer votre campagne de crowdfunding et de répondre du coup aux plateformes de crowdfunding, à leurs questions, par exemple. Pour tout ce que je vous présente, il y a des contenus téléchargeables. Il y a aussi la présentation qui est enregistrée. Et du coup, vous avez aussi les prochaines formations disponibles en ligne. Voilà. Ah, d'accord, merci. Et pour les sites et les plateformes aussi, ça sera disponible, n'est-ce pas?
Tout sera disponible sur la plateforme. Merci, merci. Ça sera votre nouveau lieu de vie jusqu'au sommet, je pense. D'accord. Oui, madame, ce n'est pas une question, mais c'est juste un rappel par rapport aux plateformes que vous avez dit que vous devez créer sur WhatsApp, mais jusque-là, rien n'est visible. Donc, on va toujours être en collaboration seulement les jours de séances de formation, ou bien c'est comment? Parce que préalablement, il faut que nous soyons à bon train à tout moment pour développer notre relation. Alors, les formations auront quand même lieu 1 à 2 fois par semaine. Il y a aussi, le coordinateur de IRS Africa qui travaille avec vous, qui est disponible chaque jour. Et si besoin, dans ce contenu de slide, vous aurez aussi mon mail où je pourrai vraiment répondre à vos questions au cas par cas selon le pays, etc. Et sur la plateforme en ligne, vous aurez un MOOC qui est vraiment un contenu plus approfondi que ce que je suis en train de développer aujourd'hui, parce qu'en fait, il faudrait 1h30 pour chaque partie que je suis en train de vous présenter si je voulais être vraiment précise et répondre à toutes vos questions. Mais l'idée, c'est qu'on reste en contact régulier, effectivement, jusqu'au sommet et aussi après le sommet, puisque l'idée, c'est que le sommet, ce soit la première édition, mais qu'ensuite, il se répète à un moment régulier. Je réécrirai dans le mail, du coup, la personne qui est en charge de la coordination avec les ONG. Comme ça, je vois que certains n'ont pas reçu leurs identifiants. Je m'assurerai que le nécessaire soit fait. En tout cas, vous trouverez vraiment tout dessus, même pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Voilà. Et pour le planning des formations, il a été partagé mercredi. J'indiquerai au coordinateur de bien vouloir le repartager. Je me permets de continuer si ça vous convient. Donc, la prochaine partie est de générer ses revenus. En fait, cette partie-là vient du fait que il est temps quand vous répondez à des subventions, souvent vous devez démontrer que vous avez une expertise. Or là, l'idée est de partir dans sa tête que vous avez probablement déjà accompagné beaucoup de jeunes en situation de NEET. Et vous savez probablement mieux que beaucoup de personnes dans le pays où vous êtes comment les réintégrer, comment travailler avec eux. Donc, l'idée, c'est là de vous poser en tant que, quelque part, expert. Donc, vraiment de montrer que vous avez soit plusieurs années d'expérience, que vous avez eu un impact très fort dans les communautés où vous travaillez sur cette thématique-là. Et donc, l'idée de rendre cette expertise-là monétisable, non pas pour générer du profit, mais pour vous permettre justement, lorsque vous n'avez plus, par exemple, de subventions ou que vous rencontrez des soucis de trésorerie, c'est une source de revenus qui serait stable, qui vous permettrait du coup de continuer votre action lorsque certains financements sont un petit peu au creux de la vague, puisque souvent le financement des structures organisationnelles fait une vague. Quand on est en haut de la vague, on a tendance à vouloir viser très grand. Et puis, quand on est en bas, comme ça peut être le cas en ce moment, du fait du contexte international, ça peut tout de suite devenir plus compliqué. Et donc, le fait de valoriser son expertise auprès d'autres structures, que ce soit des ONG internationales qui peuvent parfois payer pour de la prestation de services, que ce soit du secteur privé, que ce soit aussi les États ou les communautés dans lesquelles vous travaillez, ils ont souvent quand même des enveloppes de prestation de services où vous pouvez parfois conclure un accord pour postuler. Et donc, l'idée, c'est que ça vous permet à vous de montrer que vous avez une stratégie stable dans le temps et de vous imposer comme une organisation qui est experte dans le domaine, c'est-à-dire que voilà, il faut que ça vous permette de valoriser vos compétences internes, donc de montrer à vos équipes que c'est des expériences qui sont reconnues, que c'est des compétences que tout le monde n'a pas. Et ça vous permet du coup de générer des revenus récurrents parce que notamment si une entreprise sur votre secteur a besoin d'employer des personnes et qu'elles n'arrivent pas à recruter, vous pouvez développer une offre de formation commune. Et de par le turnover, vous aurez toujours besoin de former et de recycler les formations que vous avez fournies. Ça vous permet
pas forcément c'est pas forcément des grands montants, mais si vous arrivez à avoir 3-4 prestations de services dans ce sens-là, ça vous permet par contre d'avoir un matelas, une trésorerie qui vous permet qui rentre régulièrement et qui est quelque part assuré. Pour y parvenir, c'est important de connaître son expertise, de concevoir un portefeuille clair des formations que vous pouvez proposer, par exemple, des modalités d'intervention, des grilles tarifaires, et aussi de regarder les possibilités légales dans certains pays. C'est vrai que certains pays restreignent beaucoup ou ont une zone grise par rapport à ça. Donc, certains pays font des montages avec une entreprise sociale qui, du coup, fait toutes ses donations à l'association et qui, à la fin, ne retire pas de bénéfices. Ça, c'est vraiment dépendant du cadre législatif de chacun de vos pays. Par exemple, je vais vous donner l'exemple du Maroc, vu que j'y ai beaucoup travaillé. Pendant très longtemps, pour un grand groupe de cosmétiques, j'ai fait des formations sur la prévention contre le harcèlement sexuel en entreprise ou le harcèlement moral. Et l'idée, c'est qu'ils avaient pris une association pour faire ça parce qu'ils estimaient que c'était le meilleur type d'entité pour parler aux ouvrières qui travaillaient dans les usines. Et donc, ça avait été une prestation qui, en fait, continue tous les ans puisqu'il y a tout le temps du turnover. Il est tout le temps nécessaire de repréciser auprès des managers et des ouvrières aussi dans les usines qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes d'entreprise. Et ça permet du coup à l'association d'avoir une trésorerie qui entre de façon multi-annuelle. Et ça la positionne aussi comme experte dans son domaine, donc ça donne aussi envie à d'autres acteurs de contractualiser avec elle. Sans pour autant faire du profit, j'y tiens, l'objectif n'est pas de faire du profit, c'est vraiment de vous permettre d'avoir un seuil de trésorerie stable. Et l'autre point pour générer ses propres revenus, là, ça concerne surtout les organismes qui accompagnent les participants projets, notamment sur de l'entrepreneuriat ou sur ce genre de choses. L'idée de développer sa propre marque, c'est-à-dire de vendre des biens, souvent des produits artisanaux. Ça peut être du beurre de karité, ça peut être des vêtements autour de la wax, par exemple, ou ce genre de choses. L'idée, c'est de vendre des biens qui soient alignés avec les valeurs d'équité, de durabilité, d'inclusion. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes une structure qui produit du beurre de karité, j'en parle parce que, pour le coup, je connais quelqu'un qui était là-dessus, une association travaillait beaucoup avec l'emploi pour les femmes autour du beurre de karité, et donc le fait de vraiment designer sa propre marque. Et donc, en travaillant avec ces bénéficiaires-là, l'association revendait les produits, donc les pots de beurre de karité, vraiment avec sa propre marque, ça s'appelait Yukumi, donc avec des chutes de wax au niveau local, et c'est une structure qui a pu vendre au niveau international. Et tous les bénéfices étaient reversés dans la formation auprès des personnes qui, du coup, produisaient le beurre de karité. Donc ça, c'est un type de génération de revenus qui vient de son expertise, parce que c'est vous qui accompagnez les personnes à développer leur propre activité entrepreneuriale. Et du coup, l'idée, c'est qu'en regroupant plusieurs structures dans une marque qui est à vous, ça vous permet non seulement de s'assurer que le prix des marchés auxquels ces personnes vendent leurs produits est cohérent, et ça permet à la personne de vendre aussi son produit, et ça vous permet à vous d'avoir une sécurité financière issue de ces revenus-là, par exemple. Voilà, donc ça, c'est l'idée vraiment. C'est important quand vous pensez financement alternatif, de regarder tout ce que vous faites, tout ce qui en découle, et d'essayer de regarder où est-ce que vous pouvez tirer un minimum de trésorerie. Voilà. Je m'arrête là encore une fois avant de passer à l'avant-dernière partie. Donc, je pense qu'on sera à l'heure pour finaliser la formation. Je vois une main levée.
Est-ce que c'est le cas de Meiga Abbas à nouveau? Ou est-ce que c'est une ancienne main? Non, en fait, madame, bonjour. Bonjour. Madame, bonjour. En fait, c'est toujours Maïga Abbas. Surtout la partie que vous venez de noter, en fait. Mais en fait, avec les détails, j'ai compris, c'est-à-dire en ce qui concerne une mobilisation de trésorerie. C'est-à-dire que comme nous sommes aussi des ONG, je dis que déjà, ce qui est dit, c'est des associations à but non lucratif. Mais j'ai compris déjà la partie, quoi. Bien sûr que je vais un peu aussi d'éclaircissement, c'est-à-dire la partie mobilisation de trésorerie, quoi. Bien sûr que ça ne colle pas, je vois que ça ne colle pas avec le principe, en fait, de l'association, c'est-à-dire l'objet, quoi, d'une association. Mais c'est-ce qu'en faisant ça, on ne serait pas peut-être sanctionné pour ça? C'est ça, quoi. Sinon c'est bien. Chacun parmi nous, des membres de l'ONG, a vraiment des compétences et des expériences. Donc, nous pouvons les vendre. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'on peut le vendre au nom de l'association, en affichant l'association, pour dire que bon, c'est l'association qui fait. Quand bien même que nous avons dit que l'association, c'est une organisation à but non lucratif, en fait. C'est ça. C'est une très bonne remarque, je reclarifie là-dessus. Le point des financements alternatifs, c'est que comme c'est des nouveaux modèles de financement, il y a beaucoup de pays qui du coup n'ont pas forcément cadré juridiquement ce qui est possible. C'est des zones grises et du coup, ça demande vraiment de se renseigner. C'est pour ça que j'ai fait le choix non pas de me concentrer sur un seul modèle de nouveau financement. Pourquoi? Parce qu'en fait, du fait du cadre législatif qui est encore pas toujours établi selon le pays, certains modèles de nouveaux financements ne sont pas applicables pour tous les pays. Du coup, j'ai fait le choix de vraiment faire un panorama parce que normalement, sur tout le panorama que je suis en train de vous faire, il y aura au moins un modèle de financement qui vous permettra du coup d'obtenir des fonds de façon différente de subventions et de diversifier votre financement. Effectivement, par exemple, sur le fait de générer ces revenus, au Maroc, par exemple, c'est une zone qui est grise, c'est-à-dire qu'il est écrit que la majorité que l'association doit avoir la majorité de ses revenus qui proviennent de canaux traditionnels. On peut se poser la question de qu'est-ce que la majorité? C'est dans ce sens-là que c'est une zone grise. Donc, il y a beaucoup de structures qui font très attention au seuil que représentent ces prestations de services ou qui font le choix de développer une structure, je dirais, une entreprise sociale avec dans les statuts le fait que tous les bénéfices et que tous les coûts sont reversés à l'association. Donc voilà, en fait, il y a vraiment différentes modalités. Ce qui est important pour le fait de la question de la prestation de service, c'est de, je pense, se diriger vers vos comptables lorsque vous en avez, vers votre service financier, pour vérifier que cela est possible et dans quelle mesure est-ce que c'est une zone grise ou est-ce que ça ne l'est pas. Moi, je l'ai cité parce qu'il y a des pays où, notamment en Afrique du Nord, j'ai cité le Maroc, mais l'Égypte aussi, c'est possible, où c'est des éléments qui peuvent être faits à petit volume, effectivement, mais qui peuvent quand même être faits. Et c'est intéressant parce que ça permet parfois d'assurer le poste d'un chef de projet ou de s'assurer vraiment qu'un centre de formation continue à tourner pendant une courte durée. Voilà. Mais c'est vrai, vous avez raison, comme il y a 50 cadres juridiques différents dans le continent africain, j'ai fait le choix de ne pas me concentrer sur un seul mécanisme parce que sinon, j'aurais forcément exclu beaucoup de pays. Donc, tout ce que je vous présente n'est pas applicable pour tous les pays. Par contre, vous aurez au moins un cadre qui est OK pour le pays dans lequel vous êtes. Voilà. C'est pour ça que je ne m'attarde pas plus longtemps là-dessus. Je prends la question de M. Littet et ensuite je continue.
Ah, la main est baissée. Ok, merci de me donner la parole. Je voulais juste répondre à monsieur. Je pense qu'il y a certaines organisations qui ont besoin d'une autonomie financière pour pouvoir continuer à mener leurs activités. Parce que ce ne sera pas de manière régulière que les bailleurs de fonds pourront agir. Donc, je pense que l'activité que vous avez proposée comme activité économique va permettre que ces organisations-là puissent avoir des fonds à chaque fois qu'ils vont vouloir mener une activité. Merci. Effectivement, merci pour la clarification. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas dire qu'il ne faut plus de subventions, c'est juste de vous montrer qu'il y a d'autres panoramas possibles et que ça vous permet de moins dépendre de bailleurs de fonds qui, s'ils changent de stratégie, de priorité géographique, peut mettre en mal votre autonomie financière et donc le service que vous délivrez aux personnes que vous accompagnez. Justement, j'arrive à une partie aussi qui est nouvelle, et bien que ce soit des acteurs que vous connaissiez sur vos territoires, collaborer avec le secteur privé. Donc, il y a plusieurs modalités de travailler avec le secteur privé. Pourquoi? Parce que contrairement à la coopération internationale qui peut changer de priorité géographique ou, je dirais, ou d'ONG internationales, etc., les entreprises sont quelque part comme vous, c'est-à-dire qu'elles restent quand même ancrées sur votre territoire. Et donc, vous pouvez travailler ensemble pour générer un programme commun. Par exemple, vous pouvez travailler ensemble pour insérer, notamment lorsqu'on discute sur les jeunes en situation de NEET. Les entreprises ont souvent besoin de main-d'œuvre et pourtant, parfois, l'adéquation entre le niveau d'études et le marché du travail pose problème. Du coup, ça ne leur permet pas de s'intégrer. Du coup, vous, en travaillant avec elle, du coup, d'avoir un impact, puisque vous permettez à des jeunes d'être insérés, et en même temps, vous assurez à l'entreprise, du coup, la possibilité d'avoir de la main-d'œuvre et donc de continuer son activité, ce qui permet de générer un impact commun sur les territoires. Il y a aussi les questions de développer la citoyenneté. C'est important de penser que les personnes qui travaillent dans une entreprise, souvent, sont des citoyens au sein de la communauté où vous vivez. Donc, avant d'être une entreprise, ils sont aussi des personnes qui partagent les mêmes services que vous, ou en tout cas qui sont conscients, qui sont dans le même territoire que vous, dans la mesure du possible. Et donc, l'idée, c'est que vous pouvez développer des programmes de sensibilisation pour notamment accompagner les collaborateurs sur les questions de citoyenneté, d'inclusion, d'égalité, d'insertion professionnelle, d'études, d'éducation. Vous pouvez travailler dans les écoles aussi pour montrer quelles sont les attentes pour les entreprises aussi pour être insérées professionnellement, quelles sont les demandes sur le marché du travail. Et vous pouvez bien sûr accompagner à la transition écologique, qui est une des questions aujourd'hui de plus en plus importantes, notamment en Afrique. Mais ça, c'est des éléments que vous pouvez faire en collaborant avec le secteur privé, puisque eux ont des besoins. Et vous, de par la cible que vous avez choisie avec qui travailler et votre stratégie, vous pouvez également travailler avec eux. Et l'idée aussi de faciliter l'accès aux services, notamment faciliter l'accès aux circuits courts. Si par exemple vous avez un jeune qui a développé son entreprise d'imprimerie, de photocopie, vous pouvez essayer de travailler avec lui pour qu'il s'insère dans le tissu d'entreprises locales et que les entreprises locales commandent les impressions chez lui. Pareil pour une agence de communication. Vous pouvez également travailler avec les entreprises qui développent des solutions de panneaux solaires, etc., pour s'assurer que vos centres sont bien couverts en panneaux solaires. Enfin, en fait, c'est vraiment l'idée sur un territoire commun, comme vous êtes amené à rester sur le même territoire, de voir comment vous pouvez collaborer pour réussir au mieux votre mission. Je ne sais pas pourquoi cette slide revient tout le temps, mais... Voilà. L'autre point, c'est que vous pouvez aussi optimiser les dépenses en travaillant avec le secteur privé. La question des non matériels est assez évidente, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez des entreprises, souvent notamment dans l'informatique, pour prendre l'exemple le plus connu, qui tous les 2 ans vont changer leur parc informatique ou leur voiture, par exemple. Vous pouvez voir pour signer des partenariats avec eux pour que vous récupériez de façon reconditionnée les ordinateurs, le matériel informatique ou tout élément dont vous auriez besoin pour vos actions et qu'elles, de toute façon, vont se séparer. C'est des objets qui finissent à la poubelle. Donc, ce n'est pas du don financier,
Mais par contre, c'est du don matériel d'objets importants qui vous permet, vous, d'économiser cet argent-là pour avoir plus d'impact et du coup, vous permettre d'avoir une autonomie financière plus grande. L'économie circulaire aussi peut être un excellent moyen de travailler là-dessus. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise qui est au Maroc et à Madagascar qui utilise les surplus de vente de la nourriture d'hôtels, d'usines ou de supermarchés. Elle prend ce surplus-là et à travers une application, elle les achemine vers les associations du coup qui ont des centres et qui ont notamment des cantines. L'association ne paye rien, c'est l'entreprise qui produit le surplus alimentaire qui, plutôt que de payer l'incinérateur, elle va payer ce mécanisme-là. Et du coup, l'entreprise, ça lui permet d'avoir un impact social plus fort. Et à vous, ça vous permet d'économiser cet argent. Et on parle parfois de 300 kilos par jour. Donc, c'est quand même, ça peut être des dons qui sont importants et qui vous permettent d'alléger les dépenses. Et enfin, il y a le dernier volet qui se développe de plus en plus aujourd'hui, le mécénat de compétences, avec l'idée que l'entreprise a des compétences. Par exemple, une entreprise dans la comptabilité peut vous mettre à disposition à hauteur de 1 à 2 heures par semaine, selon ce que vous souhaitez, un membre de son équipe pour justement travailler sur la finance, sur la communication, dépendant de son corps d'entreprise. Et vous, ça vous permet justement de gagner en compétences pour gérer des plus gros mécanismes de financement, notamment les plus gros aujourd'hui des subventions, mais demain sur des entreprises sociales, des prestations de services, ça peut vraiment vous permettre d'avoir une visibilité financière et d'accroître votre autonomie. Où vous pouvez aussi, vous, en tant qu'expert, justement, mettre à disposition des experts de votre association. Par exemple, vous devez avoir, j'imagine, des chargés d'éducation, des chargés d'insertion professionnelle, et du coup, ces personnes-là peuvent aussi aller vers les entreprises partenaires avec qui vous travaillez pour les former aux spécificités, du coup, des jeunes en situation de NEET aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qui fait que c'est parfois difficile de garder un jeune dans cette situation jusqu'à la fin d'un programme, parce qu'il y a un arbitrage journalier à faire entre soit il va prendre un petit montant pour survivre, ou alors pas avoir ce petit montant, mais à la fin, du coup, avoir une certification professionnelle, etc. Donc, et ça, c'est des compétences que vous avez et que eux n'ont pas. Donc, c'est aussi parfois de l'échange d'expertise qui vous permet de multiplier l'impact. Et c'est pour ça que c'est important. Le troisième point, qui est aussi quelque chose de nouveau, c'est le fait de créer des produits à impact. Je m'explique. C'est le fait soit de créer des produits partage, c'est-à-dire que les grosses entreprises que vous connaissez toutes et tous vendent des produits à échelle régulière, notamment dans l'agroalimentaire, que ce soit des yaourts, que ce soit des fromages en petites portions, etc. En faisant un partenariat avec une de ces entreprises-là, vous pouvez, par exemple, avoir le fait que une portion sur 8 est redistribuée à votre structure sous forme de dons, contre du coup des reportings à impact, etc., pour montrer l'impact qu'a eu cet argent-là sur vous. Et en échange, en fait, vous pourrez vous demander que gagne l'entreprise, parce qu'en fait, si elle vous donne 1/8 de sa production à chaque fois qu'elle vend quelque chose, elle perd sa marge. Pas forcément, parce que c'est le genre de campagne qui, sur une période donnée, leur permet d'augmenter leur nombre de consommateurs de produits. Du coup, en fait, elle le récupère en termes de quantitatif. Et donc, vous êtes gagnants tous les deux, puisqu'en fait, elle améliore forcément son image, et vous avez des fonds, pour le coup, qui souvent ne permettent pas d'alimenter que les projets, mais permettent d'alimenter toute la vie de l'association dont vous pourriez avoir besoin. Et du coup, ne nécessite pas forcément beaucoup de gestion supplémentaire. Et ça se fait sous format de subvention aussi. Mais c'est des subventions avec le secteur privé et pas avec des bailleurs de fonds traditionnels qu'on a pu avoir l'habitude de côtoyer jusqu'ici. C'est pour ça que c'est un nouveau mécanisme. Et ensuite, le dernier volet qui est un peu plus challengeant, c'est le fait de créer des nouveaux produits ensemble. Attention, produits pas dans un objectif mindset gagner de l'argent, produits à impact pour répondre à une problématique sociale. C'est notamment le cas
Par exemple, CARE en Égypte a travaillé beaucoup avec les producteurs de lait, qui étaient pour le coup plutôt des jeunes. Et en fait, ils ont constaté que l'entreprise Danone, désolée, je vais être obligée de la citer pour personnifier vraiment la chose. L'entreprise Danone, en fait, achetait le lait à des prix très, très bas parce que la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Il y avait des problèmes dans le traitement du lait, etc., pour que ce soit conforme à leur cahier des charges. Donc, ils abaissaient beaucoup le prix, de sorte que ça ne permettait pas aux jeunes qui produisaient ce lait-là du coup, de s'en sortir financièrement. Du coup, qu'est-ce qu'a fait CARE? CARE a développé une coopérative de collecte de lait qui s'assurait vraiment de la gestion, de la bonne gestion en fait de cette initiative-là. Ce qui s'est passé à la fin, c'est que, et ce qui se passe toujours du coup, c'est que les personnes producteurs de lait, ils ont un prix plus haut parce que le lait est conforme aux exigences de Danone et donc Danone est obligé de l'acheter à des prix du coup qui sont justes, enfin, en tout cas plus raisonnés. Et il y a du coup cette entité-là de collecte de lait qui du coup à ce service-là qui, du coup, permet de répondre à la question de logistique et d'acheminement. Et Danone, du coup, a un produit plus qualitatif et donc moins de pertes à la fin. Et ça, c'est des nouveaux produits qui permettent à terme, du coup, d'impacter et votre cible, d'impacter aussi le secteur privé parce que vous répondez à un de ces problèmes et vous d'améliorer, du coup, votre diversification financière. Ça peut démarrer sous format de subvention et ensuite ça peut devenir une entité séparée de l'association qui a sa propre autonomie, par exemple. Ça a été le cas aussi au Bangladesh où la Grameen Bank avait constaté que beaucoup de personnes ne pouvaient pas avoir accès à de la nourriture qualitative. Et du coup, avec une entreprise, ils avaient créé de l'alimentation spécifique. Et à la fin, ça avait permis à des personnes d'accéder à de la nourriture du coup qualitative à bas prix, chose qu'elles ne pouvaient pas se permettre avant. Ça a permis du coup de créer une usine spécifique qui du coup répond à la demande. Voilà, c'est juste pour vous montrer vraiment qu'il y a des possibilités infinies en termes de nouveaux modèles de financement et que c'est important de vraiment se centrer, de se dire, OK, qu'est-ce que moi je sais faire, vers quoi je veux aller, tenant compte de la situation financière et de la spécification aujourd'hui dans ce contexte international incertain, vers quoi je me dirige. Comment est-ce que je fais pour être résilient face aux crises économiques, etc. Et souvent, c'est en apportant la subvention qui reste le canal principal, avec un peu de crowdfunding, par exemple, avec une collaboration avec le secteur privé qui peut être pertinente. Voilà. Avant d'arriver à la dernière partie, je regarde rapidement si vous avez des questions. N'hésitez pas à me dire. Oui, tout à fait, c'est Colibri Team pour le Maroc et c'est Bimaroc pour Madagascar. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Bon, je dirais que ça a l'air clair. Donc, je vais conclure pour essayer d'optimiser votre temps au maximum. J'espère que ça vous intéressera. Là, j'arrive sur de nouveaux véhicules financiers, donc issus du monde de la finance. Je précise que ces nouveaux mécanismes sont vraiment au tout début de leur développement. Donc, il est possible que ça n'existe pas encore dans vos pays respectifs. Mais c'est amené à normalement se développer dans les années à venir. Et c'est pour le coup un travail de plaidoyer peut-être à faire au sein de votre pays parce que ça peut être bénéfique et ça peut ouvrir de nouvelles portes de financement intéressants qui ne soient pas que de la subvention. Donc voilà, je tiens à le préciser, c'est vraiment tout nouveau, donc fort probable que vous ne puissiez pas y avoir accès aujourd'hui, mais c'est des nouveaux financements qui seront assez importants demain normalement. Le premier, c'est le Social Impact Bonds. Je suis désolée pour l'anglicisme, mais ça a été inventé chez les anglo-saxons et comme c'est vraiment un tout nouveau modèle de financement
c'est difficile d'avoir la traduction francophone adéquate. C'est les financements à impact. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un nouveau modèle qui permet de financer les projets sociaux par le biais d'investissements privés avec un remboursement conditionné à l'atteinte de résultats mesurables. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois qu'on a dit ça, par exemple, aux États-Unis, sur un service de santé, l'État a souhaité le déléguer aux associations, mais n'avait pas forcément tous les fonds nécessaires pour s'assurer de cette délégation de services publics de façon pertinente. Du coup, qu'a fait l'État? L'État anglais a fait appel à des investisseurs privés britanniques qui ont du coup financé l'action conditionnée à des résultats, c'est-à-dire qu'il devait y avoir X personnes qui bénéficient du système de santé, conditionné à l'impact vraiment chiffré et qualitatif du service. Basé là-dessus, donc ça permettait à l'association d'avoir directement les fonds du privé, donc d'opérer ce service-là comme demandé par l'État. Et en fait, à la fin, lorsque le service a été mené et évalué, ça permettait du coup à l'État de rembourser l'investisseur privé. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est bien, non, c'est pas bien, mais un des avantages de ce mécanisme-là, c'est que ça permet d'aligner les objectifs financiers des investisseurs avec les objectifs sociaux de la société civile, parce que souvent on sait que il y a beaucoup d'argent aussi aujourd'hui issu de capitaux financiers, des marchés, etc., qui sont entre les mains d'investisseurs. Le point est qu'aujourd'hui, les investisseurs et la société civile ne parlent pas le même langage et ne sont pas sur les mêmes curseurs. Donc, c'est deux mondes qui cohabitent et qui ont du mal à entrer en contact. Donc, ce mécanisme de financement-là est une réponse qui permettrait de faire rentrer ces deux acteurs en relation. Pourquoi? Parce que l'État se porte garant derrière quand même. Donc ça, c'est ce qui permet du coup de faire un peu la médiation là-dessus. Ça permet de mobiliser, donc je l'ai dit, des capitaux privés puisque les investisseurs privés investissent dans les projets sociaux qui ne pourraient pas être financés par les fonds publics parce que pas de ressources forcément suffisantes à ce moment-là. Et en même temps, les gouvernements, puisque c'est l'investisseur privé qui donne l'argent au début, ne prend pas le risque initial de financement. Donc, en fait, peut quand même regarder si ça va être réussi ou pas et s'assurer de la réussite du projet avant de rembourser. Donc, ça, c'est les avantages que ça permet. Ça permet surtout à deux mondes de se rencontrer, donc de débloquer des financements qui seraient très importants. Par contre, il faut savoir qu'il y a quand même des nuances à apporter sur ce modèle-là. C'est que si les résultats sociaux ou à impact social ne sont pas atteints, les investisseurs privés ne sont pas remboursés par l'État. Et donc cela, pour les investisseurs du coup privés qui n'ont pas l'habitude de l'impact social, ça peut être un frein. Ça veut donc dire qu'il y a un grand travail pour les rassurer d'abord, que même pour les associations, c'est pas commun de travailler avec des investisseurs privés, c'est pas toujours le même langage, c'est pas les mêmes réalités, donc ça demande quand même des deux côtés un travail assez important. Donc ça a des coûts en plus de mise en œuvre et une complexité administrative importante puisque ça demande de coordonner toutes ces entités qui ne travaillent pas forcément de la même façon, qui n'ont pas forcément le même temps de perception, parce qu'il faut savoir qu'un investisseur, quand il investit son argent, il prévoit de sortir assez rapidement, sous 5 ans par exemple, et le temps de changement social, notamment pour insérer un jeune en situation de need, est quand même assez long. Et que du coup, il faut vraiment bien expliquer la complexité pour arriver à se faire comprendre. Et ça demande quand même un certain coût et d'être très précis dans ce que vous pourriez demander comme résultat. Parce que un investisseur va mesurer les indicateurs qui sont indiqués dans la convention, l'État aussi, et ils vont avoir tendance aussi à les interpréter. Donc, c'est vraiment important d'être très précis dans les définitions d'indicateurs que vous indiquez parce que le risque, c'est que si
c'est que les investisseurs privés, par exemple, ne versent pas la dernière tranche. Ça peut être aussi que l'État finisse par ne... en fait, c'est l'État en fait, qui paierait si le service rendu n'est pas correct puisque l'investisseur retirait tout son argent. Donc, ça peut quand même avoir des conséquences et ça demande un changement de mindset puisqu'on va plus loin que la gestion axée sur les résultats. Là, on est vraiment sur de l'impact et l'impact au sens changement à long terme. Donc, voilà. Mais c'est néanmoins un mécanisme qui risque d'émerger beaucoup les prochaines années. Donc, je tenais à en parler aujourd'hui. Le dernier point, c'est l'épargne solidaire qui est testé au Maroc en ce moment. C'est un modèle financier qui permet aux épargnants, donc aux personnes qui ouvrent des comptes d'épargne dans les pays, de combiner leur performance financière et leur impact social positif. Parce que quand vous déposez de l'argent sur des comptes épargne pour ces personnes-là, il y a un rendement financier. En fait, eux, ils choisissent de donner une partie de leur rendement financier annuel à des structures associatives. Donc ça a un côté assez positif pour les associations puisque c'est des nouvelles sources de financement possibles. Ça demande par contre un travail assez important, non pas avec l'État comme les Social Impact Bonds, mais avec les banques lorsque cela est possible. Et de voir comment cela est possible, quels produits financiers travailler, à partir de quel pourcent, etc. Donc, c'est aussi une toute autre logique, mais par contre, c'est assez intéressant parce que c'est une situation de gagnant-gagnant où on est sur des gros montants d'épargne sur les comptes en banque en question et c'est des rendements annuels à 5 ou 6%. En fait, l'idée, c'est que 2,5% du rendement annuel va, par exemple, à une association X et l'autre pourcentage, du coup, va en bénéfice pour la personne qui a ouvert le compte, mais ça permet tous les ans d'avoir des revenus récurrents, ce type d'épargne, et c'est ça qui est intéressant. Par contre, c'est quand même, on est dans une culture en Afrique où cette culture d'impact social émerge seulement, donc beaucoup de personnes restent quand même très orientées sur les rendements financiers et donc ne sont pas très portées sur ce type d'épargne solidaire, ça il faut le savoir. C'est pour ça que c'est nouveau aussi et que c'est en phase de test et que c'est pas toujours simple ça peut être un risque, en tout cas c'est perçu parfois par les personnes qui ont des épargnes. Ils se demandent comment les fonds sont utilisés, comment est-ce que les risques financiers sont gérés, comment est-ce que la mesure de l'impact social est faite sur base des fonds donnés. Et ça peut, si les réponses ne sont pas assez vite répondues, ça peut quand même nuire à ce modèle de financement sur le long terme. Donc voilà, mais c'est encore une fois, je tenais à conclure la formation là-dessus parce que c'est des nouveaux mécanismes qui aujourd'hui sont en test dans seulement quelques pays. Donc vraiment, il y a peu de chances que ce soit des mécanismes encore actifs dans vos pays respectifs. Mais cependant, ça reste des mécanismes intéressants parce que s'ils tendent à s'accroître sur tout le continent et dans les années à venir, c'est important d'en avoir entendu parler pour, avoir fait potentiellement du plaidoyer sur ce qui vous intéresserait, 2, vous être aussi déjà positionné comme c'est des services plutôt soit auprès des États, soit auprès des marchés financiers, soit auprès des banques, vous êtes positionné auprès de ces acteurs. Comme ça, vous designez ce véhicule-là avec eux. Voilà. Et donc, pour conclure rapidement, et après je prendrai les questions. Je crois que la main est levée peut-être. Non. Et du coup, je disais que les organisations de la société civile doivent repenser l'approche financière, notamment du fait de la situation aujourd'hui qui se passe pour l'aide publique au développement, mais aussi du fait de la situation géopolitique de certains pays, que c'était important de considérer qu'il existait d'autres mécanismes de financement, comme le financement participatif, les partenariats avec le secteur privé, pour diversifier ces sources de financement et donc augmenter votre résilience financière de l'organisation, notamment pour vous permettre de faire face à des changements qui pourraient vous mettre à mal. Le dernier point, c'est que c'est important de retenir que c'est des mécanismes de financement qui ont quand même des coûts, qui demandent du temps, une certaine communication et une bonne gestion des ressources financières pour être sûr que ce soit pertinent pour vous. Et ne minimisez pas le temps.
faites attention aussi au cadre juridique de vos différents pays parce que comme c'est des nouveaux modèles de financement, ils ne sont pas encore tout à fait établis. Donc, c'est important de savoir si on est en zone test, comment ça se passe, et vous d'être transparent, d'avoir une communication claire et d'évaluer votre impact. Et enfin, c'est important de savoir, c'est que l'objectif n'est pas que un de ces modèles peut vous permettre de financer toute votre organisation, mais que c'est en diversifiant avec peut-être de la subvention, du crowdfunding, de la collaboration avec le secteur privé, ou la création d'une marque sociale qui dépend de votre association. C'est ce qui vous permettra du coup de stabiliser financièrement votre organisation sur le long terme et d'avoir beaucoup d'impact pour les bénéficiaires. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à m'indiquer si vous avez des suggestions pour améliorer les prochaines séances. J'étais la première à présenter, donc j'imagine qu'il y a quelque chose à améliorer. En tout cas, je reste en ligne encore quelques minutes si vous avez des questions, des remarques. Et vous pouvez retrouver, il faut savoir que la présentation a été enregistrée comme vous êtes en train de le voir. J'ai vu que vous aviez des soucis d'accès à la plateforme, je vais le faire remonter tout de suite. Et vous aurez aussi du coup un MOOC, donc un contenu écrit qui fait plus de 30 pages sur la question, avec du coup les différents liens des différentes plateformes de crowdfunding comme demandé. Il y a du contenu téléchargeable pour vous aider à penser par exemple une campagne de crowdfunding. Donc voilà, mais je reste en ligne si vous avez 2-3 questions, c'est le moment. Oui, Abbas, je vois que vous avez la main levée. Enfin, qui s'est levée. Et François aussi, je sais pas. Comment dirais-je, Manon, en fait, c'est pour vous remercier, en fait. Comme C'est j'ai déjà gentil, fait merci beaucoup. un message écrit, franchement, la présentation est franchement d'une très bonne qualité. On est vraiment très ravis, quoi. Depuis Bamako, parce que je suis avec ma collègue ici, c'est elle qui a initié Doulata Haïdara. Elle, aujourd'hui, c'est moi qui ai volé la vedette à elle. Elle n'a pas pu intervenir, peut-être, c'est dit, certainement, comment dirais-je, à son instrument de communication, mais c'est comme ça. Donc, j'ai bien profité. Sinon, c'est elle qui a eu cette initiative, c'est elle qui domine le projet ici. Donc, franchement, vraiment, je suis très heureux. Et nous sommes heureux, je veux dire ici, quoi, de vous écouter, franchement. La présentation est de très bonne qualité. Et franchement, on va bien explorer. Comme vous avez dit que la présentation sera sur la plateforme. Donc, franchement, c'est pour cela que je vous dis de rester comme ça. Vous êtes formidables. Parce que nous aussi, nous sommes des consultants ici, là où nous sommes. Il s'agit de ça. Donc, merci et je remercie toute votre équipe là-bas. Toutes mes félicitations pour cette initiative. Merci beaucoup. Je suis vraiment touchée. On aura l'occasion de se revoir normalement puisque je vais animer d'autres sessions sur d'autres thématiques. Et puis, normalement, j'assurerai le coaching aussi pour certaines organisations après les formations. Et puis, je serai à Marrakech surtout. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se voir. Ah oui, c'est sûr. Peut-être que vous serez même à Bamako ici. Ben, j'espère, j'aimerais bien, moi. C'est ça, vraiment. Je vois que François a la main levée. Merci beaucoup, Madame Mano. Je réponds au nom de François Kayembe. Je suis coordinateur de l'ONG AVDECO, qui signifie Action des volontaires pour le développement communautaire. J'habite en République démocratique du Congo. J'aimerais un peu retourner concernant une économie solidaire, parce que vous l'avez souligné préalablement par rapport aux revenus. Vous savez que nous sommes des associations sans but lucratif. Donc, nous travaillons dès lors que nous trouvons des revenus, nous devons les réinvestir. Donc, mettre dans autre chose, aider la population. Mais quand vous avez dit d'appuyer les entreprises, je n'ai pas bien compris. Vous devez éclaircir pour la meilleure audition. Peut-être j'ai la confusion. Merci.
Avec grand plaisir, François Kayembe. En fait, l'idée, c'est que vous êtes, les entreprises et vous, on est d'accord, vous êtes sur le même territoire. C'est-à-dire qu'en principe, vous travaillez sur le même territoire, vous travaillez à insérer les jeunes en situation de NEET, à reprendre les études ou à reprendre ou à s'insérer professionnellement. Je ne sais pas quelle est votre mission exacte, mais j'imagine que c'est quelque chose comme ça. Et d'autre part, du coup, il y a des entreprises qui, elles, cherchent de la main-d'œuvre pour travailler et qui ont besoin, du coup, de staff compétent. L'idée en travaillant ensemble, ce n'est pas pour vous de devenir à profit parce que en tant qu'association, peu importe où dans le monde, aucune association ne peut être à profit. Une association est forcément à but non lucratif. L'idée, c'est que par contre, vous pouvez démontrer votre expertise, travailler avec une entreprise sous format de subvention, mais du coup, c'est l'entreprise, par exemple, qui vous l'octroie. L'entreprise dit, je ne sais pas, moi, j'ai besoin de 30 personnes formées sur, je ne sais pas, pour une tâche dans une usine ou pour de la communication, enfin, tout secteur qui est pertinent. Et en fait, vous, du coup, vous travaillez avec elle un curriculum de formation et vous formez ensuite des jeunes qui le souhaitent, qui sont volontaires, etc., à ces éléments-là, sachant que souvent, les entreprises ont besoin de nouvelles main-d'œuvre ou ont besoin de recycler les formations parce qu'avec le temps, les employés, le staff oublient les formations en tête, par exemple. Et donc, l'idée, c'est que vous, tous les ans, vous refassiez des formations pour cette entreprise-là et vous recycliez les connaissances pour les staffs déjà en place. Et ça vous permet d'avoir, c'est des heures de formation que vous divulguez de toute façon. Ça vous permet d'avoir les entreprises sont moins regardantes souvent que les institutions publiques ou internationales. Et donc, ça vous permet quand même d'avoir une flexibilité financière un peu plus grande. Mais effectivement, c'est important, vous ne pouvez pas faire de profit. Tout ce que je vous ai présenté, c'est pour avoir de la trésorerie, pour tester de nouvelles approches, pour alimenter des fonds que vous ne pouvez pas avoir parce que parfois, on peut développer une plateforme avec une subvention, mais l'hébergement n'est pas pris en compte. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des fonds qui vous permettent de financer ce que les subventions ne vous permettent pas de financer. Voilà, j'espère avoir été claire. Je vois que Prudence a la main levée. Merci beaucoup, madame. Merci pour la parole accordée. Je suis Prudence Masseng de l'organisation Youth Education and Development Cameroun. C'est vraiment un plaisir de faire partie de cette formation. Moi, je reviendrai, si vous me permettez, sur le crowdfunding. J'ai levé la main tout à l'heure, mais j'ai pas pu poser ma question. C'est en fait de connaître comment maintenir les engagements des donateurs après la campagne de crowdfunding. Quelles sont les stratégies que vous pouvez nous proposer pour fidéliser ces donateurs-là? Merci. Très bonne question, très bonne question. Par ailleurs, j'en profite pour dire que sur Camille Lab, on est en train de développer une formation spécifique crowdfunding. La plateforme est gratuite en ligne et accessible à tout le monde, donc vous pourrez vous connecter dessus. Comment on fait pour les fidéliser? Déjà, ça passe par le fait de toujours communiquer avec eux, c'est-à-dire que même une fois que, admettons, votre campagne de crowdfunding dure 90 jours parce que c'est la durée moyenne tout simplement, vous avez défini un projet précis et vous arrivez à atteindre le financement que vous demandez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Comment est-ce qu'on les fidélise une fois qu'on a fait ça? C'est vraiment, normalement, la plateforme de crowdfunding sur laquelle vous êtes va vous donner la liste des noms, des personnes, des mails qui ont donné. Et en fait, basé là-dessus, l'idée, c'est d'avoir des contacts personnalisés avec eux. D'abord, c'est vraiment de leur dire où a été l'argent que vous avez récolté, en donnant des photos, en donnant des indicateurs, une newsletter, enfin vraiment de les tenir informés tout le temps de comment est dépensé l'argent, comment va le projet pour le crowdfunding, etc., d'être très transparent là-dessus, de continuer à publier sur les réseaux sociaux pour vraiment montrer vos avancées à tous vos donateurs, ça c'est très important. Et ensuite, du coup, de
Par exemple, une des possibilités, c'est de faire, si vos donateurs, donatrices sont à l'étranger, ou sont vraiment disséminés dans tout le pays, puisque le crowdfunding permet de toucher le monde entier normalement, c'est de faire des webinaires à un moment donné, peut-être de montrer si c'est des personnes que vous avez accompagnées, de leur faire prendre la parole sur des plateformes en ligne, de leur faire écrire des témoignages. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de utiliser la newsletter, utiliser les mails, utiliser vos réseaux sociaux, d'informer jusqu'à que le projet finisse. Et une fois que le projet finisse, de continuer à les informer sur les actions de vos associations. Parce que c'est à ce moment-là où beaucoup vont se dire « Ok, enfin une association qui vraiment nous tient au courant, donc est transparente avec nous, parce que souvent c'est ça que les personnes ont peur, est transparente avec nous, donc en fait je vais devenir donateur régulier. » Voilà. Et ensuite, si ça continue de continuer à faire des campagnes de crowdfunding, puisque plus vous ferez des campagnes, plus ça fonctionnera. Voilà. Je vois que j'ai une dernière main levée de Husseini Amadou Hamani, si c'est correct. Ah non, la main a été baissée. Pour les slides, je le redis, elles seront toutes disponibles sur la plateforme. Je fais remonter le fait que certains d'entre vous n'aient pas forcément vous les identifiant. J'imagine qu'ils arriveront et vous aurez la session en ligne, du contenu téléchargeable, des MOOC et les prochaines sessions programmées. À noter que la prochaine et début de semaine prochaine aussi, j'ai pas la date en tête parce que ça ne sera pas avec moi. Mais voilà. Est-ce qu'il y a une dernière main levée, une dernière question avant qu'on se quitte, en ce vendredi? Husseini, je vois que votre main est levée. Vous êtes en muet, je ne sais pas si vous parlez. Merci, madame, pour l'octroi du verbe pour la énième fois. J'aimerais concrètement que nous soyons approximatifs à notre thématique de la formation, parce qu'en prélude, vous avez dit que la réunion est pour but de promouvoir l'autonomisation des jeunes. Mais en focus, en amont, quand nous avons entré depuis le lundi, je ne vois pas aucune thématique qui recadre avec l'autonomisation des jeunes. Ok, je vais clarifier. Le sommet est à destination des associations qui travaillent pour l'autonomisation des jeunes, mais l'idée, c'est de travailler avec vous tout ce qui est transversal. Donc, en fait, en tant qu'association, on a souvent des formations spécifiques pour les participants. Là, l'idée, c'est vraiment de participer au renforcement de votre structure pour que vous puissiez avoir le plus d'impact pour vos bénéficiaires et pour les jeunes avec lesquels vous travaillez. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que vous êtes tous et toutes des experts sur la question dans les pays où vous êtes et que donc, on préfère du coup avoir un réseau où on travaille sur des sujets plus globaux, plus structurels et de renforcement de capacité transversale. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sujet spécifique sur l'autonomisation des jeunes, mais c'est les exemples qui sont sous-tendus et vous travaillez toutes et tous là-dessus. De façon différente, mais en tout cas, voilà. Bon, je vois qu'il n'y a plus de main levée. J'espère que déjà ma formation a été agréable, que vous n'avez pas trop perdu le fil. En tout cas, n'hésitez pas à faire des feedbacks aux équipes organisatrices ou à moi-même. Vous aurez mon mail communiqué prochainement. Et puis, je vais vous laisser en ce vendredi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On a hâte de continuer ces sessions avec vous et on est vraiment à votre écoute. On vous remercie pour la confiance et puis je vous dis à très très vite. Au revoir. Au revoir, merci pour la présentation. Avec grand plaisir. Si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas à en faire part. Je ne prends rien personnellement, c'est tout pour de l'amélioration, sachez-le. Merci et bonne soirée à vous. Bonne soirée.
Vous pouvez laisser votre mail, madame. Ouais, madame. Bonne soirée. Très bonne présentation. On est vraiment très contents. Ouais. Ça a été, alhamdoulilah. Ouais. Au revoir à tout le monde. Allez, je vous remercie. Belle soirée à vous. Merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir, au revoir. Au revoir. Merci, madame. Obrigado.